On l'appelait Plume. Cette jeune femme a été massacrée et laissée pour morte en plein cœur de Lausanne en octobre 2000. Bienvenue sur ma chaîne, Black Edelweiss. Bien le bonjour, chers amis de l'étrange. Merci d'être présents une fois de plus sur ma chaîne. C'est une histoire choquante et indignante que je vais vous raconter aujourd'hui. Et vous verrez que la gratuité et l'ultraviolence de rue peut atteindre des sommets. En passant, et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne et découvrir des histoires rares de Suisse et d'ailleurs. Ça ne coûte rien, mais ça m'encourage à créer du contenu. Merci. Mais revenons à notre histoire, car il y a des destins qui semblent scellés dans le malheur. Celui de Plume pourrait en être l'exemple. Car comme disait la jeune femme, je cite, « J'ai toujours perdu ce à quoi je tenais le plus ». Malgré de douces éclaircies, son parcours est jalonné de violence, et ce, dès son plus jeune âge. Fabienne Miseré, 1,58 m, 34 kg, est tout juste âgée de 27 ans lorsqu'elle subit dans la rue une agression d'une intensité à peine croyable. Et là, les amis, je vous demande de vous accrocher parce que c'est vraiment, vraiment hard ce qui s'est passé. Mais pour bien comprendre tout son chemin, on va remonter ensemble à ses premières années. Plume est née à Lausanne le 10 octobre 1973, 73 pour nos amis français. Elle explique avoir eu une enfance normale jusqu'à l'âge de 6 ans. Un mois avant son 6e anniversaire, son papa décède. Un père camionneur d'origine française, aimant et très attaché à sa fille. Atteint de tuberculose, il meurt au volant de son camion lors d'un accident de la route assez spectaculaire. Ce sera le premier choc dans la vie de la petite Fabienne. Et malheureusement, vous verrez que bien d'autres suivront. Peu de temps après, sa mère rencontre l'homme que Fabienne surnommera Tony le connard, et vous allez comprendre pourquoi. L'homme habite l'appartement en face de celui où réside Plume avec sa mère et sa demi-sœur. La maman se sent seule, elle se laisse alors convaincre pour une nouvelle relation. Et le voisin est alcoolique et cela n'est que le moindre de ses défauts, vous allez voir. L'homme d'origine suisse-allemande exerce le métier de chauffeur-livreur. Il est également père de 2 fils d'une précédente union qu'il a renié propre en ordre. Ça vous donne une idée du personnage, n'est-ce pas? Au début, Tony est plutôt sympa. Pour les 40 ans de la maman de Fabienne, il les emmène toutes deux en voyage à Venise. Sympathique, chouette, le séjour se déroule bien. Peu de temps après, la mère de Fabienne et Tony se marient au civil et tout semble aller pour le mieux. Le beau-père et sa belle-fille s'entendent bien, à tel point que l'enfant lui demande même de devenir son nouveau papa. Mais l'année de ses 8 ans va marquer de manière décisive la fin de son innocence. La maman de Plume travaille en tant que secrétaire et est souvent absente de la maison. Pendant ces moments-là, Tony commence à être de plus en plus violent avec Fabienne et il réagit de façon démesurée face à ses petites bêtises. Il va commencer à la frapper au visage jusqu'à la faire saigner du nez et à lui donner des coups de pied dans le ventre. Je vous rappelle qu'elle est à peine âgée de 8 ans. À l'école, certains professeurs ne sont pas tendres non plus avec elle. Dans les années 80, la bienveillance n'est pas vraiment au cœur de l'éducation. Je pense que parmi nous, on est plusieurs à en avoir fait les frais. Et si tel est le cas, faites remonter vos souvenirs dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds. Mais un premier événement va venir bouleverser à jamais l'enfance de Plume. Ce jour-là, Tony et Fabienne sont seuls à la maison. Il fait chaud. Aussi, l'homme demande à l'enfant de retirer son pull. Je ne vais pas vous décrire ce qu'il fait subir à la gamine de 8 ans, mais on peut dire que gros dégueulasse, c'est une insulte un petit peu trop gentille, si vous voyez où je veux en venir. Une fois l'acte terminé, il nettoie tout et la petite le supplie de ne jamais recommencer. Il ne l'écoutera pas, bien sûr, et reproduira régulièrement les mêmes actes odieux jusqu'aux 14 ans de Fabienne. Tony a menacé de tuer sa mère au cas où elle en parlerait, et il semble que ce ne soit pas des paroles en l'air, puisque l'homme, si on peut appeler ça comme ça, dort avec un flingue sous son oreiller. L'enfant subit en silence, comme bon nombre de victimes, et n'osera que plus tard en parler à sa mère, qui, comme bon nombre également de mères, ne la croira malheureusement pas. L'enfant et sa mère vivent dans la peur. Un jour, âgée de 14 ans, Fabienne fait sa première fugue. La jeune fille n'est pas partie bien loin, juste à côté dans une villa d'un camarade d'école dont les parents se sont absentés en vacances. Plume raconte que pendant quelques jours, elle a eu le sentiment de revivre un tout petit peu, selon ses propres mots. Mais elle va rentrer car elle se fait énormément de soucis pour sa mère. Plume l'aime de tout son cœur et ne peut pas supporter l'idée que Tony le connard s'en prenne à elle durant son absence.
Sa mère et Tony finiront par se séparer et on apprend que Tony a fini clochard. Joli coup de retour de bâton quand même. À l'âge de 16 ans et demi, Plume rencontre son premier amour, Ivano. Ils vivront une relation tendre durant 4 ans. Les deux jeunes se sont rencontrés dans une salle de jeu à Renan. C'est juste à côté de Lausanne. Plume y va pour jouer au billard sans se douter que la drogue circule aussi en ce lieu. Le problème d'ailleurs, c'est que son copain est déjà dépendant aux substances et Plume ne va pas tarder, hélas, à le suivre. Fabienne va alors tomber enceinte de lui, mais elle choisit de ne pas garder l'enfant. C'est après de nombreuses hésitations que la jeune fille va avorter à la clinique universitaire du CHUV à Lausanne. Ivano, quant à lui, a décidé de mettre un terme à sa consommation. Il part s'installer au Valais et commence une cure de désintoxication. Fabienne le suivra. Le couple s'installe à proximité de Saxon. Mais étrangement, alors qu'Ivano souhaite changer de vie, c'est comme si les drogues le poursuivent. Les occasions de rechute ne manquent pas. Les mauvaises fréquentations aussi. Plume a trouvé un emploi dans un magasin. Un jour, alors qu'elle a oublié sa feuille d'horaire chez elle, elle décide de rentrer à l'appartement la rechercher. Un étrange pressentiment la ronge. Elle sent que ce qu'elle va découvrir par son arrivée à l'improviste ne va pas du tout lui plaire. À son arrivée, justement, c'est l'odeur capiteuse de l'héroïne qui lui chatouille le nez. Elle tombe alors sur Ivano avec une seringue, prête à être injectée. Elle n'en croit pas ses yeux. Alors que tous deux ont surmonté la tentation depuis des mois, voilà que son copain est en train de replonger. Honteux, le jeune homme quitte l'appartement. Ce qui va se passer ensuite, la jeune femme a du mal à se l'expliquer. Elle se saisit de la seringue, se fait couler un bain et se shoote elle-même. À partir de là, elle replonge dans la dépendance. Elle dit avoir regretté son geste aussitôt. J'étais dans la baignoire, seule. Mon cœur pleurait en silence le cri de ma vie. La masse de chagrin était telle qu'elle avait bouché le passage de mes larmes, et mes yeux restaient secs, je m'en souviens. La jeune fille quitte aussitôt Ivano et le Valais et revient s'installer à Lausanne. Fabienne décide de faire une formation. Elle a toujours adoré coiffer ses poupées, aussi elle se décide pour un apprentissage dans un salon de coiffure de Lausanne. Et lorsqu'elle commence au salon, c'était, je cite, comme un rayon de joie dans sa vie, selon ses propres termes. Elle se sent dans son univers parmi les bigoudis, les teintures, les brosses et les shampoings. Elle aime beaucoup sa patronne qui est une femme très gentille. Mais la fatalité va une fois de plus s'acharner et lui tomber dessus, un soir. La patronne est souvent débordée. Aussi son mari vient quelquefois l'aider au salon. Et un soir, alors que Plume est en train de vider une machine et plier du linge, elle sent deux mains qui semblent s'acharner tout à coup sur son corps. Deux mains violentes de désir, selon ses propres mots. Il s'agit, vous l'avez sûrement deviné, du mari, qui, bien entendu, semble bien décidé à obtenir ce qu'il souhaite d'elle. La jeune femme se débat, les choses en restent là. Mais Fabienne va vivre les 6 mois suivants en tremblant de peur. Peur que ses gestes se reproduisent à nouveau, peur d'être virée. Elle se taira, bien entendu. Par ailleurs, elle sait qu'on ne la croirait pas, puisque petite, on ne l'a pas crue non plus. Elle décide finalement de partir, et elle sera d'une lucidité étonnante face à cette agression. Au psy, qui selon elle, tend à vouloir lui faire croire que c'est elle qui attire ce genre de situation, elle répond, je cite, « Les choses sont bien plus subtiles que ça, je crois. Peut-être il y avait dans mon regard, comme chez les bêtes traquées, l'empreinte de la soumission de l'enfant violé, qui a peur et qui ne parlera pas. » C'est fort, vous ne trouvez pas? Cette expérience, dira-t-elle, a fait déborder le vase. Et c'est à partir de ce moment précis que Plume va atterrir tout en bas. Et en bas, à Lausanne, ça veut dire le quartier du Flon. Et l'emblématique rue de Genève, où la jeune femme débutera le plus vieux métier du monde. La première nuit, c'est la panique. Elle s'y rend en métro, le cœur battant. Plume a vite compris que le seul moyen de financer ses prises à 500 francs par jour est la PROST. Elle commence par observer les filles et une voiture va alors s'arrêter à sa hauteur. Et sa première expérience va s'avérer plutôt calme. Elle a bien de la chance. L'homme, la quarantaine, est en plein divorce. Il souhaite juste partager un moment de discussion avec elle. Plume se dit heureuse d'avoir su l'écouter et même d'avoir pu l'aider. Mais au fait, pourquoi on la surnomme Plume? Comme j'ai dit au début, la jeune femme pèse 34 kilos pour 1,58 m. Et sa taille la rendra particulièrement vulnérable dans le milieu de la rue, comme vous pourrez le constater. À ce moment-là, elle est loin de se douter qu'elle restera près de 18 ans dans ce métier. J'allais au Flon pour dépasser cette peur, tâcher de maîtriser le dégoût profond de l'homme qui était tapi en moi, qui m'habitait depuis 10 ans, dit-elle encore dans son livre. Elle trouve rapidement son coin dans le quartier du Flon. Une ancienne dame de la nuit, Geneviève, va alors lui apprendre les ficelles du métier. Et elle va même lui désigner sa place sous une lumière pour que la jeune femme reste visible, pour la protéger. Le lieu est très passant.
C'est aussi un endroit stratégique. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai travaillé en bas. Je souffrais énormément. Je souffrais parce que je n'existais plus, ou plutôt parce que plus personne ne pouvait me voir comme je me sentais à l'intérieur. Savoir qu'on est pur, mais que la vie vous montre sale. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Mais l'amour est aussi au rendez-vous, puisque Fabienne va rencontrer celui de sa vie, dans la rue. Il s'appelle Renzo. Il traîne aussi dehors, et il souffre aussi, comme elle, de toxicodépendance. Ses cheveux sont longs et bruns, ce qui plaît tout particulièrement à notre Plume. Ça ne te dirait pas d'habiter avec une gentille fille? Il a dit OK. Le couple va donc emménager ensemble à la route de Chavannes. Et Renzo est très présent au Flon la nuit. Il passe souvent contrôler le lieu sous la lumière pour s'assurer que sa Plume va bien. Il l'encourage, lui dit des mots gentils, lui apporte un peu de chaleur humaine. Et comme elle le raconte aussi dans son livre, des belles rencontres, elle en fera aussi dans la rue. À commencer par le pasteur très particulier Jan de Haas, un Hollandais très connu des Lausannois de l'époque, qui officie auprès des personnes démunies. Mais c'est surtout Mère Sophia, que l'on surnomme aussi Mère Courage, qui va durablement la marquer. Les deux femmes se rencontrent parfois dans un café. Avec elle, la jeune femme se sent libre de parler de sa vie et surtout, elle ne ressent pas le moindre jugement de la part de la pasteur. Mère Sophia créera une fondation d'aide aux personnes désœuvrées en 1992, structure qui vient encore en aide de nos jours. Il y avait comme ça deux mondes qui se côtoyaient, la rue et le ciel. Moi, j'étais entre les deux, mais je vivais un enfer. Plume ne croit pas si bien dire, car les premières agressions vont bien vite se produire dans son quotidien. Elle en subit 3 au total, la dernière sera la pire de toutes. La première fois, c'est avec un client qui ne veut pas la payer. Plume sort alors un couteau de son sac et le place sous la gorge de l'homme. Pas pour le tuer, comme elle expliquera plus tard, mais pour lui faire peur. Mais le client commence à saigner abondamment. Elle ne se souvient pas du reste, juste qu'ils sont descendus la rue à pied ensemble et qu'elle cherchait du secours. Puis elle a fait une sorte de blackout. Elle est mise en prison, elle y passera 2 semaines. La deuxième agression a lieu dans la voiture d'un client qui, après l'acte, tente de la frapper pour lui reprendre son argent. Plume ne s'explique pas comment elle parvient à s'extraire du véhicule pour aller se planquer dans les fourrés. L'homme va tourner en voiture dans le secteur pendant plus de 2 heures. Il la traque alors qu'elle reste prostrée dans un buisson. Et cette nuit-là, les amis, il fait froid, très froid. Finalement, l'homme s'en va. Et l'ironie du sort, c'est que ces faits ont lieu sur un petit chemin situé juste au-dessus d'un poste de police. Et là, on arrive à la 3e agression. Cette fameuse nuit où tout a basculé, Plume attend tranquillement à sa place, au Flon, sous la lumière. Vers 5 heures du matin, un jeune homme à l'air plutôt sympathique vient l'aborder. Plume voit bien qu'il est ivre, cependant, conscience professionnelle oblige, elle le suit. C'est pas la première fois qu'elle a affaire à un homme un peu lourd, un peu ivre, pas très agréable. Les deux se dirigent vers un coin à l'abri des regards et abandonnés à proximité. Et là, la jeune femme va vivre l'horreur. Elle est brutalisée par l'homme d'une manière inouïe. Je ne peux pas vous donner les détails sur cette plateforme, c'est sûr, car ma vidéo, elle serait tout de suite censurée, comme vous pouvez le comprendre. Le fait est qu'on va retrouver Plume inconsciente à 7 heures du matin dans un hangar désaffecté de la rue de Genève, couchée au milieu d'un tas d'ordures. Dans son livre que je vous présente ici et qui m'a grandement inspirée pour écrire mon script, elle déclare « Il m'a déchirée, massacrée et laissée pour morte sur le pavé. Le crâne fracassé contre le sol, la 12e vertèbre fissurée, le tympan droit crevé. Le bilan est lourd, l'homme lui a fait la totale, si vous voyez ce que je veux dire. La ville entière découvre une réalité malaisante, dérangeante au sujet de ces nuits. Vérité qu'on préfère taire, bien évidemment. Plume restera 10 jours dans le coma, puis passera 5 mois en unité de soins intensifs au CHUV, à Lausanne. Au terme de cette période, une cruelle sentence. La jeune femme est tétraplégique. Elle ne marchera plus jamais. De son agression, elle ne garde pas le moindre souvenir. C'est certainement mieux pour elle aussi. Malgré l'acharnement du sort, Plume est admirable de résilience et de courage. Pour preuve, ces mots touchants. Je repense tous les jours à celui qui m'a fait ça. Parfois, je lui dis merci, parce que grâce à lui, je ne suis plus toxico. Grâce à lui, j'ai retrouvé la vie. Suite à la monstrueuse agression, la police lance un appel à témoins afin de retrouver l'être capable d'un tel acte. Et les enquêteurs vont avoir beaucoup de chance, car c'est par hasard qu'il va être identifié. En effet, des prélèvements ADN ont été faits sur la scène de l'agression. Après 10 mois d'enquête, au mois d'août 2001, un jeune SDF suisse, déjà connu pour des faits de violence, est arrêté lors d'une bagarre dans un bar de Lausanne. On compare son ADN à celui retrouvé au Flon, et là, ça match. Ah, l'ADN, cette trouvaille merveilleuse. L'homme va alors finir par avouer au bout de longues heures d'interrogatoire.
Il déclare avoir donné à la jeune femme 30 francs en échange d'un acte précis. Mais frustré et insatisfait de la prestation, il devient de plus en plus violent, jusqu'à perdre le contrôle. Il était ivre, précise-t-il. Oh, comme l'alcool a bon dos. Bref. Alors que Plume est hospitalisé et espère, je cite, pouvoir un jour soulever sa main et se gratter le nez, l'homme est arrêté et placé en détention. En mars 2003 a lieu le procès de l'ignominie, comme l'ont appelé les médias régionaux. Plume n'y assistera que partiellement, son état physique ne lui permettant pas de rester longtemps. Elle est sous la bonne garde de son avocate, maître Odile Pellet. Ça ne va pas être cool ce procès, dira Plume. Lui, qu'il chope 10, 15 ou 20 ans, ça ne change rien pour moi. L'accusé est un homme alcoolique et violent, et il n'en est pas à sa première condamnation. Des experts vont alors évoquer l'impulsivité qui le caractérise, due probablement au reste d'une psychose infantile et d'une possible schizophrénie sous-jacente. Chouette portrait. Mais la dignité de Plume durant tout le long du procès est stupéfiante. Écoutez bien ça. Elle se tient dans son fauteuil droite face à son bourreau et elle dira par la suite: «Je voulais qu'il voie dans quel état je suis maintenant. Il a gâché 2 vies, la mienne et la sienne, mais je préfère encore ma place que la sienne.» C'est puissant ça. Le premier verdict tombe début 2003. L'agresseur est condamné à 10 ans de prison. Mais cette décision ne suit pas celle du ministère public qui se montrait plutôt favorable à un internement à durée indéterminée, ce qui semble plus logique au vu de l'extrême gravité et des conséquences de l'agression. Mais la justice devra batailler pour qu'enfin, après un passage par le tribunal fédéral, l'internement est finalement confirmé en 2005. Et entre-temps, Plume a continué de son côté à vivre, à avancer. Et ça, c'est aussi troublant que choquant. Avant mon agression, j'étais dépendante dans l'âme, tandis que maintenant, mon corps ne bouge plus, mais mon âme est libre, déclame-t-elle dans son livre. Elle qui rêvait de voir les dauphins et la mer va s'envoler en 2004 pour la Guadeloupe grâce à une association. Elle est radieuse, ce sera la plus belle période de sa vie de tétraplégique. Et peut-être même de sa vie, qui sait. Dans l'institution où elle réside à présent, elle fait une merveilleuse rencontre, celle de la pianiste Elisabeth Sombart. Une belle complicité va naître entre les deux femmes. La pianiste va, au gré de leur rencontre, recueillir les souvenirs de Fabienne. Et ce fameux livre que je vous ai présenté avant, On m'appelle Plume, est né de leur rencontre. Puis les vents tournent soudain, comme est faite la vie, et emportent la frêle Plume pour un dernier voyage. Au mois de juillet 2007, après plusieurs mois où son état général s'est aggravé, Plume, alors âgée de 34 ans, décède d'une grave pneumonie à l'hôpital universitaire de Lausanne. Mais elle ne disparaît pas entièrement, car à Lausanne et ailleurs, beaucoup se souviennent et se souviendront encore de cette femme forte, de ce petit bout de femme résiliente et de sa phrase inoubliable alors qu'elle est clouée dans son fauteuil: «Je suis une femme libre.» Voilà, chers amis de l'étrange, c'est ici que s'achève l'histoire du jour. Et si cette histoire vous a ému, tout comme elle m'a bouleversé, merci de me mettre un petit mot dans les commentaires, à la mémoire de Plume, pour ne pas l'oublier. Et pour ceux que cela intéresse, il existe différents ouvrages qui témoignent du milieu de la PROST en Suisse au début des années 2000. Et personnellement, je vais vous parler d'un livre qui m'a choqué, et pourtant je l'ai lu il y a plus de 20 ans. C'était celui de Douchka Doumier, Pour solde de tout compte, qui raconte l'envers du décor de la Suisse propre en ordre. Quand il est sorti, c'était un succès hallucinant. Je me rappelle, en 1999, je travaillais en librairie et on nous le demandait, on en vendait, je pense, une bonne centaine par jour. Je vous le conseille, il va marquer votre conscience, mais âme sensible aussi. S'abstenir, c'est vraiment, vraiment trash. Merci pour ce beau moment passé ensemble. Et n'oubliez pas que si mes affaires vous intéressent, vous pouvez encourager ma chaîne avec un petit like, avec un petit partage, avec un abonnement. On se retrouve pour une autre affaire vraiment étrange tout bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye.